Bonsoir à tous, bienvenue à 20h sur Equinox Télévision, une édition bilingue. Jonathan Babila Goloveni. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zango. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend, a primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Several councils crumbled in crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon, and the mayors sent out of their offices by the Anglophone crisis. These are some of the consequences of the crisis, and some of the mayors who have been chased out of their offices as a result of the deepening crisis spoke to our Southwest correspondent Derek Jato, and you hear them in this newscast. Plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la région littorale dans le bain des contributions. Plusieurs personnalités de la région autour du gouverneur réunis ce samedi dans la ville de Douala ont apporté ensemble une contribution de plus de 11 millions de francs CFA en attendant le deadline que se fixe la région le 2 juillet prochain. Et puis en sport, football, Coupe du Monde Russie 2018, après l'Égypte et le Maroc, la Tunisie également quitte la compétition après sa deuxième défaite ce jour. Les Tunisiens ont été battus 5 buts contre 2 par la Belgique. En attendant l'entrée en scène du Sénégal demain pour son deuxième match de son groupe, les Sénégalais vont affronter le Japon après leur victoire lors de la première journée. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Equinox Télévision. Plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la région littorale, déjà dans le bain des contributions. Plusieurs personnalités de cette région réunies autour du gouverneur ont ensemble apporté une contribution de 11 375 000 francs CFA en attendant le 2 juillet prochain, date que s'est fixée la région du littoral pour l'ensemble des contributions. C'était donc ainsi lancé pour la région ce plan d'urgence humanitaire, une initiative du président de la République dont les articulations ont été énoncées en milieu de cette semaine par le Premier ministre et chef du gouvernement, Philémon Kian. Au finish, ce sera à peu près 13 milliards de francs CFA qui devront être contribués pour apporter du secours aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en proie aux exactions des sécessionnistes et même qui fuient les affrontements entre l'armée camerounaise et les séparatistes. Parlons de toute autre chose à présent. Après des années passées quasiment dans l'abandon, le centre pour enfants vulnérables à Bétamba renaît. Ce foyer qui a participé dans les années 80 et 90 à faciliter la réinsertion sociale des enfants égarés dans des comportements indécents vient d'être réhabilité. C'est un reportage de Jean Guizobo. Vous avez suivi l'histoire de Bétamba, que certains d'entre vous ont été victimes. Le gouverneur de la région du centre saisit désormais toutes les occasions qui se présentent pour entretenir les jeunes sur l'affaire Mida. Un piège qui, selon Naziri Paul Béa, s'est refermé sur des milliers de Camerounais, en majorité des jeunes, malheureusement piqués par le virus du gain facile. Le problème de la Mida nous a marqué dans la région du centre. C'est dans la région du centre que la Mida est née. Et c'est un problème qui a concerné toute la grande jeunesse du centre parce que beaucoup se sont retrouvés influencés, entraînés dans une pyramide de Ponzi. Quand je parle du travail, vous voyez que le dossier MIDA, c'est beaucoup plus la jeunesse qui est impliquée. C'est parce que l'idée de faciliter, d'avoir l'argent facile, ne pas travailler. Ça, c'est des idées qui ne sont pas bonnes pour la jeunesse et pour une république qui veut avancer. La vie facile, c'est justement la voie qu'aucun jeune ne devrait emprunter au risque de gâcher son avenir. Une prescription faite à la nouvelle équipe dirigeante du Conseil régional de la jeunesse. Ils doivent donc mettre dans des actifs le travail et que seul le travail paie. Ils doivent respecter les institutions. Ils doivent donc encourager les jeunes à adhérer au travail, aux idiots qui incarnent donc la République. De ne pas penser qu'ils sont un syndicat, donc d'éviter les choses qui vont donc aller à l'encontre des institutions. Brice Gaël Sop et son équipe ont la lourde mission de redorer le blason d'une structure qualifiée par certains d'inutile et de budgétivore. Aujourd'hui, il est d'abord question de moraliser nos jeunes et de s'atteler à favoriser l'auto-emploi jeune. L'objectif du Conseil de la jeunesse, c'est de porter les revendications des jeunes vers l'État. Maintenant, organisme budgétivore, il est clair que ce n'est pas pour rien qu'on existe.
on va fédérer la jeunesse, surtout au cours de cette mandature. Ces nouveaux maçons qui ont reçu l'onction des autorités régionales, avec à leur tête le gouverneur, seront jugés au pied du mur, là où les prédécesseurs ont laissé un bilan plus que mitigé. Reportage de Marcelin Gansop sur cette sortie du gouverneur de la région du Centre alors qu'il procédait à l'installation de nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse pour la région du Centre, a invité donc les jeunes à tourner le dos au gain facile en tirant les leçons de l'affaire Mida. Et revenons sur ce reportage de Jean-Guy Zogo. Après des années passées quasiment dans l'abandon, le foyer pour enfants vulnérables de Bétamba renaît. Ce foyer qui a participé dans les années 80 et 90 à faciliter la réinsertion sociale des enfants égarés dans des comportements indécents vient d'être réhabilité. Voici un jeune apprenant de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba recevant son kit de menuiserie pour aller affronter la vie après sa formation, loin de l'image du bagne digne du récit d'Alexandre Dumas dans le conte de Monte Cristo qu'on a souvent eu de cette institution. C'est l'un des temps forts de la cérémonie de réception de la première phase du chantier de réhabilitation de cette institution qui a eu lieu à Bétamba. Aujourd'hui, c'est la première phase. Cette première phase qui nous a permis, n'est-ce pas, de constater les travaux qui ont été réalisés. Et cette première phase qui porte sur les financements du budget 2017 a déjà été achevée. Au terme de ces travaux, 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre lors de la rentrée de cette année. S'agissant de l'aspect pédagogique, il n'est pas question de mettre les apprenants au fer, mais de l'améliorer, explique la ministre des Affaires sociales. Nous allons plutôt améliorer. La ligne pédagogique va s'améliorer. C'est-à-dire au-delà de ce qui se faisait ici avant, nous espérons pouvoir offrir des solutions durables à toutes les catégories des enfants vulnérables. Sur le chantier, le génie militaire en charge de la conduite des travaux relève les aménagements déjà effectués. La réhabilitation de la salle polyvalente, la réhabilitation de l'infirmerie avec le bloc toilette, une médiathèque entièrement équipée, une menuiserie réhabilitée, équipée, un pavillon des agneaux comme dortoir, une section scolaire et bien évidemment un forage avec un château d'eau qui ont été réalisés. D'autres bonnes volontés, notamment du secteur privé, accompagnent aussi ce projet de réhabilitation du centre de l'enfance de Bétamba avec la mise sur pied d'une médiathèque. Le projet, c'est bien les enfants en détresse, les enfants vulnérables qui sont les cibles privilégiées des actions du ministère des Affaires sociales et de la Fondation Orange. Donc nous sommes en partenariat formel officiel pour pouvoir venir en aide à ces enfants vulnérables. Au terme de la réhabilitation de l'institution de l'enfance de Bétamba, créée à la fin des années 70, 500 enfants en moyenne pourront être accueillis au sein de ce centre dès 2019. Et le réseau des députés dédié aux questions relatives à la jeunesse se penche sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Les députés membres de ce réseau se sont réunis en session à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Le réseau Espérance Jeunesse REJ, le regroupement des députés dédiés aux questions relatives à la jeunesse à l'Assemblée nationale, se penche sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Une session de ces réseaux s'est tenue sur cette problématique à la Chambre basse du Parlement. Ces assises marquent la nécessaire synergie qui doit exister entre le gouvernement et le Parlement pour la prise en charge des questions d'intérêt national, comme celle qui nous réunit ce jour, à savoir l'emploi et le chômage. Le ministère de l'économie et des petites et moyennes entreprises apporte en appui son expertise à l'initiative des parlementaires. Ces jeunes qui sont très nombreux doivent d'abord tout faire pour avoir une formation professionnelle, soit à l'école où ils sont, soit dans les ateliers et les centres qui existent. Ensuite, ils doivent se présenter devant les nombreuses structures que l'État a créées pour eux, s'ils veulent exercer un auto-emploi, s'ils veulent créer leur entreprise. Les jeunes entrepreneurs, pour leur part, bien que déterminés à prendre à bras le corps la question de l'auto-emploi, relèvent néanmoins nombre d'embûches sur leur chemin.
on ne considère pas l'entrepreneuriat comme une activité professionnelle à part entière. Et on a des familles qui ne nous soutiennent pas, on a l'entourage qui nous rejette. Nous avons également l'insuffisance de formation. On a 80% des startups qui meurent 2 ans après leur création. Ça suppose qu'il y a un déficit de formation et on a le sempiternel problème du financement. Ce qui ne les empêche pas de faire preuve d'ingéniosité dans les projets qu'ils conduisent. C'est un magazine de bande dessinée qui incite à l'entrepreneuriat. Donc nous avons déjà gagné 2 prix internationaux avec ce magazine, il est en format bilingue, 35 exemplaires distribués dans 11 pays différents et dans 17 villes au Cameroun. Donc bientôt nous allons faire le lancement officiel et pouvoir produire le dessin animé en 3 dimensions disponible sur Android et qui va pouvoir générer 12 millions d'euros par mois. Le pari du REJ est de contribuer à l'émergence de jeunes entrepreneurs, loin du tout fonction publique, qui ne permet pas de résorber l'épineuse question du chômage des jeunes au Cameroun. Des petits pas du REJ face à l'immensité de la question du chômage qui bat des records au Cameroun parmi les jeunes. Permettre aux acteurs du secteur de la microfinance de mieux affiner les décisions d'octroi de crédit et réduire les créances qui s'accumulent au sein de leurs établissements, c'est le but de la centrale des risques des établissements de microfinance rendue opérationnelle par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. En décembre 2017, 106 milliards de francs CFA étaient en souffrance dans les établissements de microfinance, soit environ 23% du portefeuille de crédit octroyé au Cameroun, contre 13% pour les établissements de crédit. Cette situation préoccupante résulte entre autres de l'inefficience des outils d'appréciation des risques de contrepartie et de l'asymétrie d'informations sur la signature des clients de ces établissements de microfinance. En effet, la décision d'octroi d'un crédit devrait être subordonnée à la capacité qu'a le prêteur d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, les renseignements sur la capacité de l'emprunteur à rembourser ses dettes et sur la discipline financière constituant des éléments essentiels pour l'analyse du risque et la prise de décision par les intermédiaires financiers. Un taux de sinistralité élevé des créances qui préoccupe le Conseil national du crédit, lequel a opté pour la mise en place d'une centrale des risques des établissements de microfinance. La CREF a essentiellement pour objectif d'aider les établissements de microfinance et de crédit dans leur décision d'octroi de crédit en fournissant des informations sur la situation des engagements des clients. Pour objectif aussi de réduire donc les créances en souffrance et aussi de limiter le surendettement de la clientèle. Elle présente ainsi le grand avantage de permettre un partage d'informations sur la clientèle entre les banques et les établissements de microfinance. Ainsi donc, les débiteurs indélicats, les clients voltigeurs qui passent des établissements de crédit à ceux de microfinance en laissant des ardoises n'auront qu'à bien se tenir. À ce jour, la centrale des risques des établissements de microfinance est alimentée par les données de 14 banques en activité au Cameroun, de tous les 8 établissements financiers, dont la Campost, et de 116 établissements de microfinance, dont l'ensemble des établissements de 2e catégorie. En santé, l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala se prépare pour la Cannes 2019 et également affronter d'autres défis. La 7e session ordinaire du conseil d'administration de cette structure hospitalière vient de s'y pencher dans la ville de Douala. Lors des travaux, les membres de ce conseil d'administration se sont également penchés sur la bonne gestion financière de cet hôpital. Et pour plus de précision, je vous propose cette réaction, celle du président ou la présidente du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala, Denise Honoré Koto Épée, est au micro d'Equinox Télévision. Nous devons rendre compte à la République de comment est géré cet hôpital. Et ces comptes remontent au ministre de la Santé, au ministre des Finances, et à la Chambre des comptes, qui va elle aussi, et à ces 2 ministères de tutelle, tous les 2 vont vérifier si, comme l'ont pensé les membres du conseil d'administration et le président du dit conseil, ils vont vérifier et s'assurer qu'effectivement, il y a exactitude, il y a transparence
dans la gestion, fiabilité dans la gestion de notre hôpital. Et nos comptes montrent léger mieux dans la recherche des fonds pour le bon équilibre de notre hôpital. Donc, le directeur général nous a présenté des documents qui ont été assez propres, nous devons le dire, des chiffres bien corrects. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons adopté à la fois le compte administratif, le compte de gestion de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. En sport, football, Coupe du Monde de Russie 2018, après sa première victoire lors de la première journée, le Sénégal fait sa deuxième sortie demain. Ce sera face au Japon. Les Lions de la Teranga sont à l'Ekaterinbourg, la ville dans laquelle cette rencontre va se disputer donc demain. Dallas Bartel-Chana, Jean-Paul Chuniat. Vainqueur 2-1 sur la Pologne, les Lions de la Teranga du Sénégal n'ont pas eu le temps de jubiler à fond leur première victoire dans cette Coupe du Monde. Le coach Aliou Cissé et ses poulains ont mis le cap sur l'Ekaterinbourg, ville située à 1417 km de vol d'avion de leur premier camp de base de Moscou, la capitale russe. Sadio Mané et ses coéquipiers effectuent ici leur première séance d'entraînement. Léger décrassage pour vider les corps de la fatigue et les déchets du match de la veille remporté face à la Pologne. En plusieurs séances déjà effectuées ici, le coach Aliou Cissé en conférence de presse affirme que son équipe a un seul objectif, prendre 3 points dans cette confrontation directe contre les samouraïs japonais qui eux aussi ont remporté leur premier match 2-1 face à la Colombie. On a des arguments à faire valoir, donc nous venons ici avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. L'essentiel, effectivement, pour nous, c'est ce match de demain. On s'est bien préparé. L'équipe est au complet. Pour les joueurs, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si le staff technique tient à battre le Japon et prendre la tête du groupe H à 6 points. On le prépare comme les autres matchs parce que on sait bien que c'est un match de Coupe du Monde. Mais bon, faut rien changer. Faut aller et surtout faire plaisir au peuple sénégalais. Livrant leur deuxième match de Coupe du Monde dans la cuvette de l'Ekaterinbourg, où les pharaons d'Égypte ont été défaits à leur premier match, les Sénégalais ne veulent nullement penser aux mauvaises prestations de leurs homologues africains, le Maroc, l'Égypte déjà éliminés du tournoi, encore moins la Tunisie ou le Nigeria, qui ont trébuché à leur début dans cette Coupe du Monde. L'équipe, les Africains ont perdu. Mais bon, c'est pas une pression pour nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est le Sénégal. Et pour ça, on le verra demain. Et ce sera notre première finale. Du constat d'Aliou Cissé sur les matchs de cette Coupe du Monde, les systèmes de jeu sont assez hermétiques. Les clés pour les déverrouiller vont reposer sur une meilleure exploitation des balles arrêtées. Nous sommes conscients de ça. Le Sénégal aujourd'hui a des arguments à faire valoir dans ce domaine-là. Donc nous tâcherons en tout cas de bien les utiliser. Le match Japon-Sénégal, c'est la première confrontation officielle des deux sélections nationales en Coupe du Monde. En amical, Samouraï japonais et Ngaïndé sénégalais se sont déjà croisés 4 fois pour 1 nul et 3 victoires en faveur des Lions de la Teranga du Sénégal. Pour ce match décisif Japon-Sénégal, l'arbitre italien Gianluca Rocci dirigera la partie ce 24 juin à l'Arena Stadium de l'Ekaterinbourg. Et la Tunisie, elle, est éliminée comme l'Égypte et le Maroc. Les Aigles de Carthage ont enregistré leur deuxième défaite dans cette Coupe du Monde ce samedi. La Tunisie a été battue 5-2 par la Belgique. Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester Polizango, thanks ladies and gentlemen for staying with us into the second segment of this edition of the news. I told you in the headlines, several mayors in crisis-stricken southwest region of Cameroon have been forced out of their offices by the Anglophone crisis, which has continued deepening. Many of them have seen their communities destroyed as a result of gun battles and, of course, houses being burnt down and other properties destroyed. Some of them who spoke to our Southwest correspondent, Derek Jato, said they and their communities are in a desperate and devastating situation. Details in the following report.
The Ambazonian Defense Forces have closed down most councils in the southwest region. The activities of the councils are completely grounded. The councils cannot operate. And the affected mayors are on the run. People are on the run, including even the mayor. I think I shouldn't tell lies. People are on the run, including even the mayor. So the situation is desperate. Chief Bate Epe Robert, mayor of Tinto, a council in Manu Division, appeared from his undisclosed hideout and painted the picture on the ground. And I am saying here that you need to go back and open your office is just tantamount to inviting death to yourself. Because people have changed the way, and those who are still hanging around cannot go to the office because people are supervising those offices. They want a complete, that the council is not functional. I come here, I'm not going to my office for the past 1 month. I don't want to talk to other persons, but they are here, and people are not going to the office for the past 3 months. Today, the National Community-Driven Development Program, PNDP, is launching the second edition of Performance Basket for 2018. The Performance Basket of PNDP is a medium where the PNDP evaluate the performance of councils and reward them for the performance. The reward may be in cash, but what we based on is not just the cash, but how the councils improve in their management and administrative skills. But how can such a program be carried out in a region that everything is seemingly on a standstill? We have tried to appeal to the mayors that no matter the circumstances, they should make an effort to take part in this activity. They will go to show proof that even despite the situation that they are going through, they have, and this will attract more interest and probably more sympathy. Even at this launch in Limbe, that was supposed to have the 31 mayors of the southwest region in attendance, only 5 mayors were present. I can't speak for the mayors who are not here. So I think it would be advisable for you to meet Limbe, for you to meet the mayor of Limbe, for example, to find out. But all the mayors were invited. Mr. Nkem David, the Southwest Regional Coordinator of PNDP, says a new strategy will be formulated. The Performance Basket technical team engaged by the Southwest Governor was also installed, and these members are having a 2-year mandate. Contributions are going on to meet the more than 12 billion francs CFA target of emergency plan for the northwest and southwest regions of the country. The littoral region has joined the rank of contributions to assist the people who have been displaced by the Anglophone crisis, those who are within the national territory and those who are now seeking refuge, thousands of them in number in the Federal Republic of Nigeria. In the littoral region, authorities converge on the governor's office today in a meeting chaired by the governor of the littoral region, Samuel Jedune Vaha Jiboa, and at the end of the day, the amount of money collected amounted to 11 million francs CFA, 11,375,000 francs CFA collected today from authorities in the littoral region of the country, as well as other officials from the private sector who are equally contributing for the national emergency plan for the northwest and southwest regions of the country. In the meantime, it has become a difficult thing for many persons to travel to from Buea to Kumba and from other parts of the country to Kumba because of the uncertain situation and the fear that is looming over that region as well as the northwest region because of the deepening Anglophone crisis. It should be recalled that that highway linking the southwest regional capital Buea and the major city of Kumba, should be recalled that Kumba is one of the major cities in the southwest region, notably as far as the Anglophone crisis is equally concerned. That highway was blocked, and a reporter, Davidson Maimo, saw how commuters suffered. Some of them were stranded for days at the My 17
Monto Park and others equally stranded in Kumba. Take a listen to this special report. Sorry for the bad quality of that report. Now we're moving over to sports to talk about the encounter pitting Tunisia and Belgium today. And Tunisia, of course, becomes the second African nation to be booted out of the competition. Tunisia lost to Belgium 2-5. That was earlier today. And of course, Tunisia has been kicked out of the competition after the 7-time champions of the African continent, Egypt, was equally kicked out. Tomorrow, another African side will be going down to the pitch. Senegal will be locking horns with Japan after recording a win in their first encounter, while the other teams from the African continent still in the competition are practically limping, so to speak. And that's it for this edition of the Bilingual Primetime News on Equinox Television. Thanks for staying with us. Goodbye. Good night. Good night to you, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent juste derrière. L'émission Russie 2018, Eric Massen, Diomo et les consultants d'Equinox Télévision vous donnent rendez-vous. Bonsoir.